parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Voilà, c'est parti. Nous ouvrons avec une situation exceptionnelle, vous l'avez compris, tellement on veut aller très vite et très fort. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous préférer. Vous écoutez Radio Espace. Ici, c'est le débat des vrais gens. À travers les grandes gueules, vous nous écoutez sur vos antennes à l'intérieur du pays. Eh bien, des numéros vous sont dédiés pour vos réactions. Merci de nous préférer. Bienvenue à tous. Il était passé hier et avec son passage, il a ouvert une boîte de Pandore et on a vu y sortir toutes sortes de monstres. C'était avec Colis. Aujourd'hui, c'est la réponse du berger à la bergère. On va décider de lui donner la parole dans un court instant. Mais retenez une chose. Eh bien, affaire trafic de matricule à la fonction publique, le dossier est loin d'être clos. Colis Wepogi, à travers son passage hier, dans les grandes gueules, a ouvert la boîte de Pandore. Les nombreuses révélations faites hier ne semblent pas faire à tout le monde. Certains le qualifient de frustré et parlent de faux dossiers, brandit Ismaël Dubaté. En ayant, il dit d'être élément de ces 2000 fonctionnaires, mais aujourd'hui, jouissant de sa prise en charge, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, il dit à qui veut l'entendre que Jean-Pierre Colis est dans le faux, avec des documents tout faux. Il souhaite lui aussi s'exprimer ce matin dans les grandes gueules pour dire sa part de vérité. Eh bien, on va l'écouter ce matin avec toute l'équipe. Nous restons cette fois-ci avec les vrais gens, comme on les appelle ici à Espace. Vous le savez, cette nouvelle semaine est consacrée aux vrais gens. Nous l'avons appelé Bougeons-nous ce matin. Nous vous intéressons à une jeune dame qui pratique une activité assez compliquée mais exaltante, la tapisserie. Tenez-vous bien, Aïssatou Traoré, journaliste de formation, recycle des pneus usés pour faire des meubles très convoité tant sur le plan national qu'international. À travers cette activité, cette jeune dame a contribué à la fois à réduire le chômage dans le pays, mais aussi à lutter contre la pollution. Mais actuellement, elle est confrontée à un problème de local et demande aux autorités de l'aider à vulgariser son œuvre. Vous suivrez le reportage de Fatoumata Kondé, Mamadou Boulé Regalo et l'âge Mamadou Aliouba. Nous la recevrons ensuite en plateau. C'est notre coup de cœur de la semaine. Eh bien, on reste avec la culture. Cette fois-ci, on parle de lecture. Il est chez nous. Nation enchantée, c'est le titre du tout premier ouvrage d'Abdourahmane Sénateur Diallo, journaliste, reporter, présentateur ici au groupe Adafo Média. Près d'un an après son arrivée à la radio Espace, l'homme de lettres à Sulance dans la littérature, le livre Nation enchantée est un récit imaginaire qui présente un pays fictif autrefois divisé, mais qui, pour la force du combat citoyen, se retrouvera autour des idéaux de l'unité nationale, de cohésion sociale, de civisme et de citoyenneté. Le roman, édité chez Innov Édition Guinée, sera dédicacé ce dimanche 25 avril à l'université Kofi Annan, plus précisément dans la salle Malik Kondé. Vous écoutez les grandes gueules. Merci de nous préférer. Bienvenue à tous. Toute la semaine, les GG se mettent à l'heure des hommes et des femmes qui, partis de rien, relèvent le défi et gagnent cette aventure humaine. Les sujets spontanés qui vous intéressent nous interpellent. Toute cette semaine sur Espace, les GG à la rencontre de gens qui refusent de se laisser envahir par la morosité. Entre 9h et 11h, suivez un show unique en Guinée. Bougeons-nous. Les GG, le talk show qui bouscule l'actualité. Vous l'avez compris, ce sont les grandes gueules ce vendredi, dernier numéro de la semaine. Toute l'équipe au grand complet. Déjà avec nous dans ce studio, Antoine Kourouma, bien installé. Bonjour, bienvenue. Bonjour Diba, bonjour à tous. Je vous ai vu sourire. Hein. Il y avait de quoi. Ce qui s'est passé dans les coulisses. Ah oui. Si les gens voient ça. Est-ce qu'ils n'ont pas vu? Est-ce qu'ils n'ont pas vu? C'est ça les GG Inside. Ça reste là. En fait, j'ai eu l'impression. Ne te justifie pas. On a rien Il a confondu vitesse et précipitation. Ça, c'est les effets d'espace expression. J'ai confondu la télé. Je m'attendais avec micro-cravate. Donc, je suis parti. Et puis, tout en laissant derrière le véhicule qui doit te piloter. Ah ouais. Voilà, Davda Mohamed Kamara, le président. Bonjour, bienvenue. Bonjour Djiba, bonjour à tous. Il est avec nous, Caps, bonjour. Bonjour, Djiba Menimono, le jeune premier. Toujours avec cette bavette. Hein. Oh. Merci. Voilà, une question de santé publique. Mafia Bangora, bonjour. Madame Système. Bonjour Djiba.
Et moi, je veux bien te féliciter pour l'initiative pour la mosquée de Bambeto. C'est une très, très belle initiative. Tu as eu une très belle idée. Et comme ça, banalement, aujourd'hui, on a cette mosquée qui sera reconstruite. Merci pour ce que tu as fait et merci à tous ceux qui t'accompagnent dans ce projet. Franchement, félicitations. Si chacun pouvait faire pareil, peut-être que beaucoup de choses bougeraient dans beaucoup d'endroits. Merci beaucoup. Et apparemment, Voilà, il était de passage, il partait pour prier. Et sur le coup, il a constaté que la mosquée était dans de mauvais état. Et là, c'est chapeau à toi. Chapeau. Merci. Oui, chapeau à lui, parce que lui, il prie au moins. Et quand il peut passer dans une mosquée, c'est pas comme Antoine. Et difficilement qu'il passe dans une... Non, mais les dimanches, il fait du Antoine, donc ça va. Les dimanches, il est à l'église. Quelqu'un pose un acte humanitaire. On le félicite pour ça. Il trouve un raccourci pour parler de religion. Il faut. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'attaquer Antoine. Merci beaucoup et nous rendons grâce à Dieu parce que c'est lui qui nous inspire et merci à tous ces donateurs. Il est avec nous, Alphonse Mara. Bonjour, bienvenue. Bonjour Djiba, mais est-ce que la bienvenue serait nécessaire? Moi j'ai un coup de gueule. Ça va vous paraître un peu banal, mais vous avez vu nos commissariats de police? Les policiers ont plus peur que nous. Il y a Madame Zenab de 200 milliards, Zenab Nabaya, qui se retrouve dans un quartier qui est à Nongo et qui commence des travaux. En face de chez elle, les voisins reçoivent tout ce qui est comme déchets liquides de ces travaux chez elle dans leur cour. Ils se plaignent, il n'y a pas de répondant. Ils vont au commissariat pour porter plainte. Ils finissent de faire le papier. Le policier prend le soin de lire le papier. Il voit Zinab Nabaya Drami. Il dit, Madame, c'est son homonyme K. En fait, il n'était tellement pas sûr qu'on pouvait porter plainte contre une ministre. Il demande si c'est son homonyme. Pas n'importe laquelle d'ailleurs. La ministre la plus protégée du gouvernement. Donc, le policier demande si c'est son homonyme. On dit non, c'est pas son homonyme, c'est elle. Il dit, ah madame, moi je veux pas de problème. Donc aujourd'hui, les voisins sont en train de recevoir dans leur concession tout ce que Dame Nabaya rejette avec ses travaux, mais il n'y a personne pour les défendre. La police ne veut pas avoir de problème avec la dame et eux vont continuer à récolter tout ce qui peut être maladie provenant de non seulement insalubrité, mais aussi maladie. Donc aujourd'hui, il faut vraiment... je le disais, je ne sais pas c'était quand, il faut que nos cadres apprennent à être des citoyens et non des résidents dans des zones. Vous avez des voisins, quand ils se plaignent d'une situation, vous trouvez la solution. Les grandes gueules sont faits pour ça. Elle a les moyens aujourd'hui de pouvoir drainer ou retirer tout ce qu'il y a comme déchets des canalisations pour évacuer ça. Justement. Donc il faudrait vraiment qu'elle trouve une solution. Ses voisins souffrent. Et le malheur, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de recours. La police a peur d'aller vers Nabaya. Et parce que ceux qui tiennent l'eau du pavé, normalement, devraient être ceux qui nous défendent. Rapidement, loin de la défendre, peut-être qu'elle n'est pas au courant, parce que peut-être qu'elle n'est pas... Je suppose. Donc, ce qui fait, puisqu'on a ça... Elle est au courant. Son gardien qui a été alerté pour lui alerter, a dit que madame dit de continuer les travaux. Que ceux qui veulent venir stopper n'ont qu'à venir stopper voir. Voilà, donc je pense que c'est très clair. Voilà, justement, on n'a pas supposé. Il n'y a pas d'hypothèse. On reste avec l'actualité. Nous partons sur le continent. Et oui, le président Alpha Condé a écourté hier sa présence au Conseil des ministres. Il s'est envolé pour N'Djamena pour assister aux obsèques du président tchadien Idriss Déby Itno, qui est mort, selon en tout cas les sources officielles, sur le champ de bataille. On parle de lui. Ce sont les obsèques aujourd'hui. Avec vous, surtout Daouda Mohamed Kamara. Oui, effectivement, ça a été une occasion pour nous de mieux comprendre cette amitié que réclame toujours Alpha Condé avec Idriss Déby, parce que il faut dire, il est l'un des premiers, pour ne pas dire le premier président à fouler le sol tchadien à cette occasion des obsèques. Et ensuite a suivi Emmanuel Macron, même si dans les reportages qui sont passés, en tout cas sur les chaînes que moi j'ai regardées, lui-même n'est pas apparu. Ce sont seulement ces hommes qui sont apparus dans les couloirs et dans les couloirs de la présidence en rencontre avec Mahama Idriss Déby fils, il faut le dire. Mais Alpha Condé est arrivé et il a exprimé son attachement, son amitié et tout ce qu'on peut savoir dans une relation dans une relation interhumaine. Il a exprimé cela en allant en N'Djamena
en allant à N'Djamena, malgré toutes les menaces aujourd'hui qui planent sur le pays, sur la ville, mais aussi sur les présidents qui se sont donnés pour objectif de venir prendre part à ces obsèques. Parce qu'on a vu les rebelles, ils ont fait ce communiqué pour demander à ces présidents qui étaient en route pour N'Djamena de sursoir à leur déplacement parce que eux ils avaient donné 15 à 24 heures à la famille, aux enfants de Idriss Déby d'enterrer leur papa comme la tradition le recommande, et du coup après ils allaient marcher sur N'Djamena. Ouais. Donc avec toutes ces menaces, le président Alpha Condé, il a pris sur lui le courage de venir. Ça exprime vraiment tout ce qu'on a toujours entendu d'amitié entre lui et l'homme, mais aussi son attachement, comme il a toujours clamé d'ailleurs, son attachement au panafricanisme, parce qu'il a présenté Idriss Déby dans toutes ses communications comme ce panafricain, ce panafricain engagé. Et on sait, Idriss Déby, on ne le dira pas assez, on l'a dit déjà dans les précédentes émissions, on sait Idriss Déby, qu'est-ce qu'il représentait, d'abord pour la France, pour les puissances, notamment la France et les États-Unis, au point de vue sécuritaire, mais aussi pour ce couloir de l'Afrique. Ce couloir de l'Afrique, notamment dans la lutte contre le terrorisme et autres. Mais aujourd'hui, que cette menace plane fortement sur N'Djamena et qu'il y ait des présidents, parce qu'il y en a qui ont renoncé. Est-ce que vous pensez que cette présence de ces présidents peut être une occasion peut-être d'appeler tout le monde autour de la table? Parce qu'on disait qu'il faut une ouverture pour éviter un scénario de 2008. Oui, effectivement, ça peut. Est-ce qu'ils auront le temps? Cet agenda. Est-ce qu'ils auront le temps? Parce qu'avec toutes les menaces, il faut encore y insister. Et on ne sait pas, le rebelle, le djihadiste ou le terroriste, il peut taper à tout moment. Il peut taper à tout moment. Oui. Donc aujourd'hui, ils sont là et c'est vrai que c'est un grand courage. Mais est-ce qu'ils auront le temps de retrouver les vrais acteurs? Parce que les vrais acteurs aujourd'hui, c'est y compris la rébellion. Est-ce qu'ils auront le temps de rencontrer la rébellion? Et si cela doit se faire, dans quel délai ça va se faire? Je ne crois pas que l'occasion soit d'abord opportune pour cela. Pour l'instant, ce sont les obsèques. Après les obsèques, on verra bien quelles vont être les prochaines démarches à entreprendre, notamment avec la CEDEAO, parce qu'on n'a pas, je ne sais pas si c'est moi seul, je n'ai pas encore vu la déclaration de la CEDEAO, encore moins de l'Union africaine par rapport d'abord à la mort de Idriss Déby, mais aussi par rapport à ce qui prévaut aujourd'hui dans le pays. C'est un silence assourdissant. C'est un silence en tout cas qui donne à réfléchir, qui effraie, qui inquiète, parce qu'on ne comprend pas pourquoi ces institutions sous-régionales peuvent aujourd'hui garder ce silence par rapport à ce qui se passe dans cette partie de l'Afrique, et qu'il y ait ce silence, parce que si ça s'explique, je ne trouve pas que il s'y passe aujourd'hui des choses qui ne se soient pas passées ailleurs, où la CEDEAO où l'Union africaine se sont exprimées. Voilà, surtout, et sans oublier aussi les Nations Unies, mais aussi l'Union européenne. Normalement, lorsque la CEDEAO, l'Union africaine ne prennent pas la parole, ce sont aussi des institutions qui peuvent s'inviter. Antoine Kourouma, on continue toujours avec vous sur cette actualité. 11 chefs d'État africains. Nous apprenons que Sassou Nguesso n'a pas fait le déplacement pour raisons familiales. Mais au-delà, est-ce qu'on peut dire finalement cette espèce de gotha de chef d'État qui se présente, ça renvoie un peu le débat sur l'importance quand même de l'homme, malgré qu'il y a quand même des taches noires sur son pain, parce qu'on disait qu'il n'y a pas de démocratie. Économiquement, ils sont au-dessus du seuil de pauvreté, les habitants de N'Djamena, notamment les Cadiens. Mais au-delà, sur la question sécuritaire, est-ce que le fait qu'il soit le gendarme du Sahel peut expliquer aujourd'hui cette forte présence des chefs d'État? L'importance de Déby pour le continent n'est plus un secret, n'est pas un secret pour personne, parce que l'homme a démontré tout son attachement à la sécurité dans le Sahel, et le fait d'ailleurs de mourir au front démontre à suffisance que c'est quelqu'un qui n'hésitait pas à défendre son territoire. Même si cette thèse quand même a été rejetée par certains à un moment. Oui, bon, jusqu'à preuve contraire, on s'en tient à ces déclarations officielles. Et à ce jour, Alpha Condé l'appelait le bras sécuritaire du continent, parce que très souvent, lorsqu'il voulait attribuer des noms à ces différents compères, lorsqu'il était président de l'Union africaine, il a attribué à chacun une mission. Et Idriss Déby avait pour mission d'être un peu le ministre de la sécurité de l'Afrique. Et donc à l'époque, c'est lui un peu qui décidait des plans
par rapport à la défense du continent. Et donc, Idriss Déby, de son vivant, et surtout ces dernières années, a démontré qu'il est possible pour l'Afrique de prendre part à des combats sans forcément faire appel à l'Occident. Parce qu'il y a eu des fronts sur lesquels il n'y a eu que des Africains qui étaient allés. À Kidal notamment, la France à des moments donnés n'était pas présente. Ce sont les Tchadiens qui étaient au premier rang des combats. Et donc à ce jour, je me dis que l'Afrique perd un de ses grands hommes, surtout sur le plan sécuritaire. Maintenant, 11 chefs d'État dans un pays, ce n'est pas rien. Quand Daouda dit qu'Alpha Condé y est allé sans craindre, mais il n'a pas à craindre parce que avant d'y aller, on prend tous les renseignements. Les rebelles, ce ne sont pas des personnes irréfléchies. Ils savent ce qu'ils font. Lorsque il y a mort de chef d'État, il y a forcément une trêve qui est observée. Ils savent que avec ces déplacements surtout quand on sait que cette rébellion, ce sont des Tchadiens. Avec ces déplacements importants qui se font, il y a forcément des dispositifs sécuritaires qui sont pris. Et les rebelles ont annoncé que depuis quelques jours, il y a des drones qui survolent sur leur tête. Avec le déplacement surtout du président français, il est évident que la France prendra des mesures draconiennes ou drastiques afin de faire en sorte que les rebelles n'aient pas de coup de France, qu'il n'y ait pas là où qu'ils puissent quand même justement frapper. S'en sortir. Donc je me dis qu'il y a toutes les dispositions qui ont été mises en place afin d'éviter et qu'il y ait d'action de nature à un peu gâcher ces obsèques d'Idriss Déby. Et je me dis qu'avec la rénonciation de Denis Sassou Nguesso et du président camerounais qui accuse des raisons familiales, je me dis que c'est surtout pour leur sécurité qu'ils ne veulent pas y aller. Et à la différence d'Alpha Condé, qui tout de même a été le premier à fouler le sol tchadien, mais qui est surtout allé dans la famille Déby. Et hier, dans les images, on a vu avec sa femme, les enfants et tout. Même la salutation entre lui et les enfants, on a compris que c'était une certaine habitude qu'Alpha Condé pas dans cette famille-là. On a cette proximité avec la famille, et il a pris des engagements lorsqu'il est arrivé. Il leur a dit qu'il est là pour n'importe quelle situation, il sera présent à leur côté. C'est surtout des engagements qui sont à prendre en considération, surtout le geste de l'homme. J'ai apprécié cette forme d'humanisme d'Alpha Condé hier dans la famille Déby. Ça démontre à suffisance qu'il y avait une certaine franchise dans l'amitié qu'il y avait entre lui et Déby. Voilà, et surtout Alphonse Marat, c'est vrai, on parle des chefs d'État, mais aussi il faut parler de la France. Macron qui est quand même arrivé, beaucoup parlent d'ambiguïté par rapport à la position de la France sur la crise tchadienne, parce que d'un côté on dit oui, la question sécuritaire, mais au-delà, l'autre image du Tchad, ce sont les répressions, l'intimidation, c'est la crise économique, mais aussi les opposants qui sont complètement muselés. Comment comprendre cela? Comment comprendre? On va sur l'aspect de l'intérêt. Aujourd'hui, ce que les Africains ne comprennent pas du tout, c'est que les grandes puissances ne font pas dans la morale, ils font dans l'intérêt. La France, prenez le cas guinéen, le coup d'État d'Addis Camara. Lansana Conté est décédé. On annonce son décès, une assemblée nationale qui avait atteint l'expiration était là. Mais on exigeait à Dadis de respecter la succession constitutionnelle. On a refusé de reconnaître quand même Dadis comme chef d'État, on l'appelait putschiste. On a mis toutes les pressions du monde sur lui afin qu'il cède la place aux civils. Mais de l'autre côté, il y a Idriss Déby qui n'avait pas cette bonne image en Afrique, surtout auprès de l'opposition de son pays, qui décède. La France ne parle pas de décès d'un dictateur, non, il parle de décès d'un ami de la France. Et au-delà, il y a Itno fils quand même qui dans le scénario qui reprend le scénario congolais, Kabila père, Kabila fils. Donc il y a Itno père et Itno fils. La France ne condamne pas ce coup d'État parce que contrairement à la Guinée, dans le cas d'Addis, le cas Itno, les institutions étaient encore sous leur mandat. Donc la succession constitutionnelle pouvait se faire. Mais il y a l'armée qui décide, pour des raisons sécuritaires qu'ils ont évoquées, de prendre le pouvoir. La France ne condamne pas. Qui est quand même une réalité. Oui, c'est une réalité, mais l'armée n'est pas obligée d'être aux commandes pour pouvoir gérer un pays. La succession constitutionnelle pouvait se faire et l'armée part au front.
Donc, normalement, c'est le président de l'Assemblée qui était censé succéder. Qui a désisté pour raison de santé. Non, il faut être clair. Sur ce point, Alphonse, permets-moi de clarifier. Il faut préciser que le Conseil militaire de la transition avait déjà dissous même l'Assemblée nationale. Et le président de l'Assemblée, c'est le lendemain qui dit pour des raisons sécuritaires, il serait mieux de laisser l'armée gérer. Et ce qui n'est même pas explicable. Il ne s'est pas désisté. Il a pris acte de la décision du Conseil militaire. Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'au-delà du fait de ne pas condamner, le président de la République, la première institution de la France, effectue le déplacement. Et ce déplacement, il va venir rencontrer qui? Ce putschiste. Donc, aujourd'hui... Il ne vient pas pour le putschiste, il vient pour les obsèques. Antoine, la France est venue... Il y a combien d'émissaires français qui sont venus pour les obsèques de Lansana Conté? C'était quand même un partenaire de la France. Donc, il faut sortir... D'où la question, la position de la France est ambiguë. Et c'est ce que j'ai dit. Il faut aujourd'hui... La position de la France n'est pas ambiguë. La position de la France est claire. La France défend ses intérêts. La France connaît ses amis. La France a ses alliés. Et la France a ses intérêts. Donc, la morale, la France s'emballe. La France s'en fout carrément de la morale ou de l'éthique démocratique que les Africains peuvent concevoir. Idriss Déby l'a dit dans une révélation, c'est la France qui l'a poussé à modifier la constitution et à briguer le mandat pour lequel il était élu le jour de son décès. Parce qu'il a été élu président et son décès en a suivi. Même si quelqu'un quand même l'appelle un partenaire encombrant de la France, il y a quand même des politiques français qui le disaient. Voilà, on va continuer toujours sur le même débat. Mafoudia Bangora, c'est N'Djamena polarise toutes les attentions sur le continent. 11 chefs d'État africains, on le disait. Est-ce que ça peut être aussi une occasion peut-être de relancer un débat avec l'opposition, quand même qui demande à ce qu'il y ait une ouverture pour mettre bas la terre? On sait que déjà il y aura beaucoup de rencontres. Je crois qu'il y a notre président même qui a rencontré un militaire. Il y a les images qui ont circulé. Évidemment, il y aura des échanges pour aplanir parce qu'aujourd'hui, l'objectif c'est comment éviter que le pays ne sombre. Il y a quand même les pays qui sont dans la zone qui craignent le chaos. On a par exemple le Nigeria parce que ce qu'il faut dire, ce qu'on sait, c'est que le Tchad était devenu au fil du temps un rempart contre le terrorisme. Les autres pays n'avaient pas trop à s'inquiéter parce que le Tchad avait montré toute sa volonté et toute sa force pour lutter. Maintenir la stabilité. Et évidemment, et l'homme derrière toute cette mobilisation, c'était quand même la personne d'Idriss Déby Itno. C'est pourquoi beaucoup se disent, quelle que soit aujourd'hui la force de l'armée tchadienne, est-ce que ça aura le même résultat? Parce qu'il y a l'équipe certes, mais il y a le leader. Est-ce que ceux qu'on va choisir pour être à la tête de ce comité ou même être à la tête de l'armée auront la même carrure, auront la même puissance, auront la même, le même génie face à toute cette rébellion dans la zone? Peut-être pas, peut-être oui, mais en tout cas l'homme est parti avec ses qualités, on va le dire. C'est son inhumation. Évidemment, le président guinéen doit s'y rendre parce que déjà, quand on prend les présidents, il y a une question de génération. Vous pouvez remarquer que les plus jeunes, une certaine génération, sont ensemble et Idriss Déby... Il y a une question d'idéologie et aussi d'intérêt, beaucoup de choses de génération. Donc, évidemment, quelle que soit la situation, ils vont partir pour lui rendre hommage. Il y a d'autres qui n'accepteraient pas cela, mais il y a la politique, il y a les réalités autres, mais il y a les amitiés. Et souvent, avec les amitiés, c'est difficile de pouvoir obéir à tout. Donc, je comprends ces déplacements. Mais en même temps, pour parler de cette présence ou bien de ce débat qu'il y a autour de la France, c'est clair que chaque pays, partout dans le monde, œuvre pour ses propres intérêts. C'est de bonne guerre. Maintenant, là où ça prêche pour nous, c'est de savoir que les pays africains, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, on n'arrive pas à faire comme les autres, c'est-à-dire faire du développement de nos pays, faire du bien-être de nos populations la priorité. Quand ceux-ci viennent, ou que la France ou la Russie ou je ne sais pas quel pays, viennent et font tout, quitte à déstabiliser le pays pour pouvoir avoir ce qu'ils veulent pour le bonheur de leur population, c'est de bonne guerre. C'est à nous aussi de se dire que la population là a besoin de stabilité. Oui, on veut des partenaires parce qu'aucune nation ne se développe à vase clos. On a besoin de collaborer avec les gens, mais que lorsqu'on est autour de la table, que chacun mette son intérêt. Mais c'est ce qui manque chez nous. Et c'est là qu'on retrouve des marionnettes des Occidentaux et autres. C'est bien dommage. Aujourd'hui, on parle de l'après Idriss Déby. Mais finalement, à qui la faute?
Parce que n'oubliez pas, quand Idriss Déby venait, c'était aussi sur des problèmes comme ça. Lorsque tout n'allait pas dans le pays, il y a eu un coup d'État. Il était avec Hissène Habré. Et lui-même, il a formé une rébellion, il a marché sur N'Djamena. Et pour les mêmes raisons, parce que rien n'allait dans le pays. Il est venu il s'est d'abord maintenu et il savait qu'en se maintenant, cela allait déstabiliser parce que toute cette rébellion, vous voyez la raison de cette rébellion, c'était pour dire à Idriss Déby de ne pas encore retenter un autre mandat. Donc finalement, la faute à qui? Quand vous vous installez au pouvoir, vous faites tout pour que rien n'aille dans le pays et que les gens soient obligés de se former en groupe. Finalement, très très loin, malheureusement, de se former en rébellion, la conséquence à qui? Moi, je pense qu'il est temps que l'Afrique sorte un peu de ceci. Il n'y a pas d'homme providentiel. Il faut préparer les transitions. Parce que s'il n'y avait pas cette situation, peut-être il ne serait pas allé au front aujourd'hui pour être abattu. Donc c'est le mandat de trop. C'est le mandat de trop. Au fait, on entretient les problèmes, on les crée, on les entretient. Et puis après, on est étonné de voir la suite. C'est bien dommage. Malheureusement, c'est ce qui se dessine dans beaucoup de pays africains. Et c'est à croire, comme je le disais au début, qu'on ne tire pas les leçons du passé. Depuis les indépendances, ce sont les mêmes réalités. Et voilà, malgré l'or noir au Tchad, 42% de la population est en dessous du seuil de pauvreté selon des sources officielles. Oui. L'autre rumeur qui circule, si on peut en les faire grandes gueules. On estime qu'Idriss Déby a posé un dernier acte qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est bien sûr la mort de la mère de l'ancien Premier ministre tchadien Yaya Dillo. Et beaucoup de rumeurs font croire que c'est son cousin qui au front aurait profité pour venger la mort de sa mère. Ça reste à vérifier. Mais ce qu'il faut dire, c'est que certains observateurs n'excluent pas cette piste de coup à la congolaise. D'où cette forme de précipitation dans les faits. Idriss Déby est mort mardi, officiellement mardi. Le même mardi, on a mis en place un nouveau président a été connu. Même le programme pour ses obsèques a été dévoilé. Il y a eu une certaine... Vous êtes en train de dire tout cela a été préparé en avance? C'est pas ce que je dis. Je n'affirme pas d'emblée. J'estime juste qu'il y a un peu trop de coïncidence dans les faits. Il y a un peu trop de précipitation dans les façons de faire les choses. Même si certains pensent que la précipitation elle est normale parce que il fallait parer à toute forme de coup d'État qui pourrait venir d'ailleurs. On estime que si le fils n'avait pas agi comme il a fait, ce n'est pas exclu que d'autres soldats s'emparent du pouvoir, comme ça s'est passé ailleurs. Donc beaucoup estiment que la précipitation c'était lié au fait qu'il fallait éviter qu'il y ait d'autres personnes qui quand même, si on a réfléchir, ceux qui composent les 15 membres du Conseil militaire de transition, ce sont les gardiens du temple et les généraux qui étaient autour de lui, ce qui complexifie un peu les choses. Alors, Cap, toujours sur la même question, aujourd'hui, on dit qu'il a préféré l'assentiment international en lieu et place du soutien national parce qu'il y avait un rejet quand même systématique qui commençait à s'installer au sein de l'opinion publique. Est-ce que finalement son fils aussi peut-être va aller dans la même dynamique, sachant qu'aujourd'hui il aura la chance quand même de jouer des cartes parce qu'il y a des chefs d'État qui sont sur place et le président français. Voilà, de ce fait, il n'a même plus à jouer des cartes. Il faut se dire que c'est déjà un acquis. On a vu l'ambassadeur de la France qui a pu le rencontrer et qui a pu partager, qui dit qu'on l'a rencontré, on a déjà discuté des aspects sécuritaires, donc ce qui montre déjà que la France a déjà acté ce pouvoir-là. Et ce qui n'est pas une très bonne image démocratique. On a cette France qui, pour ses intérêts, défend les chefs d'État africains qui font des mandats de trop, pendant que ceux-là qui ne sont pas pour leurs intérêts, ils sont là à les fustiger parce qu'ils veulent aller pour de nouveaux mandats. Ce qu'il faut le plus relever dans cette situation-là, c'est de savoir qu'une situation comme ça arrive et que c'est le fils qui décide de prendre la relève et d'être à la tête de ce Conseil national militaire pendant qu'il y a l'Assemblée nationale qui était censée prendre la relève. On ne peut pas accuser le contexte pour dire que, vu le contexte, pour les raisons sécuritaires, il faut l'armée qui puisse le faire. Je m'inscris en faux. C'est comme dire, par exemple, que pour des raisons de corona dans un pays, qu'il faut que ça soit des médecins qui soient à la tête du pays. En fait, c'est des choses qui ne collent pas en réalité. Il faut... Non, je ne fais pas de mélange, mais c'est la même chose. Pour des raisons sécuritaires, c'est pourquoi il faut qu'un militaire soit à la tête pendant qu'il peut y avoir, il pouvait avoir. Vous pensez qu'il faut sortir du tout militaire? Il faut sortir du tout militaire et il faut respecter les textes de loi. On a le président de l'Assemblée qui pouvait le faire. Et le président de l'Assemblée nationale tchadien, il fait quoi? Il fait un jeu.
on a les militaires qui viennent. Il sauve sa vie. Il sauve sa vie. Oui, bon, il se met à l'abri. Il se met à l'abri parce qu'il craint aussi pour sa sécurité. Je n'en disconviens pas. Il a une famille. Ce qu'on ne dit pas qui est une réalité, c'est que les débits craignent aussi pour leur survie. Parce que si les débits perdent le pouvoir aujourd'hui, soyons clairs que celui qui prendra les rênes du pays, ce n'est pas exclu qu'il fasse une sorte défasse la famille. Oui, le scénario angolais. Est-ce que cela est une raison qui puisse justifier? On va s'écouter, s'il vous plaît. En fait, ce que je veux dire, on n'encourage pas cela. Antoine, il a un temps de parole, on l'écoute après, vous allez réagir, s'il vous plaît. D'éventuelles vengeances qui auraient pu se faire par rapport à des actes posés par le père. Effectivement. Il faut le dire. N'a pas été sain dans sa gestion du pouvoir. Oui, je n'en disconviens pas. Et cela, je le relève. Pourquoi? Par rapport à ce soutien qu'aujourd'hui, cette famille Déby est en train d'avoir de la France. Ce qui n'est pas normal et mieux. On voit tous ces différents chefs d'État qui viennent et c'est de bonne guerre. Ces chefs d'État se voient dans la même logique des mandats de trop. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas tout de suite fustiger ce qui se passe sur le Tchad. Voilà pourquoi l'Union africaine ne dit rien. La CEDEAO jusqu'à présent ne s'est pas prononcée. Normalement, ce qui s'est passé avec la CEDEAO, c'est une violation flagrante. La CEDEAO n'est pas au pouvoir. Non, c'est une organisation. Mais attention, on va s'écouter, s'il vous plaît. Tout le monde ne va pas parler en même temps. Il a la parole. Ne soit pas, c'est des organisations quand même africaines. C'est des organisations normalement qui auraient dû être les premiers, en tout cas, à pouvoir se prononcer. L'Union européenne, la France, les États-Unis, toutes ces organisations-là devaient se prononcer par rapport à cette situation. Mais ils ne le font pas. Moi, je dis, et je termine là-dessus, qu'il est encore tant que les chefs d'État africains se retrouvent avec une sorte d'organisation non, pas clanisme, avec une sorte d'organisation de l'opposition africaine, de la société civile, que ces gens s'asseyent pour discuter, que ces différentes institutions se regroupent pour discuter véritablement de la question de l'alternance en Afrique. Pour qu'en réalité, non, je m'explique. Antoine, il va finir. On a d'autres sujets, Antoine, attention. Antoine, laisse-moi aller au bout. Allez-y, son micro est fermé. Allez-y. Antoine, vous n'êtes pas à l'antenne. Antoine, il va finir, vous allez réagir. Je poursuis ce que je suis en train de dire. La réalité, c'est que, pourquoi je le dis? Parce qu'en fait, c'est la même chose qui se répète dans tous les différents pays africains. C'est la même chose qui se répète. Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il faut que les gens se retrouvent. En réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'on se comprenne. Qu'est-ce qu'il fait, Antoine? Ok, on va s'écouter. Cap, s'il vous plaît. Je comprends l'élan dans lequel tu vas, mais le contexte ne s'y prête pas encore. On a perdu une vie. Idriss Déby n'est plus de ce monde. Est-ce que vous pensez que le contexte dans lequel nous sommes se prête à ces discussions liées aux successions de pouvoir? Non. Il faut d'abord faire face aux obsèques d'Idriss Déby. Finissons de l'enterrer. Tous ceux qui sont au Tchad, ils sont pour des questions humaines. Ils y sont parce qu'ils ont collaboré avec des grandes gueules. Parce que chacun d'eux a eu à un moment donné des relations avec l'homme. Je suis d'accord. Il faut s'acquitter de ce devoir-là. Je suis d'accord. Je finisse. Lorsque cette étape-là finira, la question liée au débat des successions de mandats peut se poser. Mais dans le contexte actuel, Déby est décédé le mardi. Je suis d'accord, Antoine. D'accord, Antoine. Attention, je pense que la nation. Non, s'il vous plaît, on va mettre bas la terre, s'il vous plaît, dans ce studio. Attention, sur la question, non, j'ai la parole, s'il vous plaît. Sur la question, il y a eu un coup d'État, il faut le reconnaître. Il y a eu un coup d'État dans le pays. On attendait quand même que la CEDEAO, puisque c'est une violation de la charte africaine des droits de l'homme. On s'est trompé, mais c'est plutôt SEMA. Ou l'Union africaine. Parce que là, on parle d'un coup d'État constitutionnel. Je comprends bien ce qu'Antoine veut dire. Mais en réalité, est-ce qu'Antoine pense que cette rencontre en marge des obsèques du président Idriss Déby, qu'il n'y aurait pas des rencontres d'échange pour justement parler de l'avenir? Aujourd'hui, ma question, et ce qui m'intéresse, c'est l'anticipation au lieu d'être dans la réaction et surtout d'oublier l'origine des problèmes et de s'attaquer aux symptômes des problèmes. Et c'est cela le problème en Afrique et surtout des pays comme le nôtre, la Guinée. Voilà, Mafoudia, juste une phrase. Alors rapidement, ce que je veux dire, c'est que ce que Caps dit a tout son sens. Je comprends bien Antoine, mais il s'agit de priorité. Si au Tchad aujourd'hui, on peut penser déjà à l'enterrement aujourd'hui et demain à autre chose, sur le plan sous-régional ou sur le plan continental, ces institutions doivent pouvoir continuer à faire ce travail. Je sais qu'il y a eu une initiative avec l'ancien président nigérien Jonathan Goodluck
Goodluck Jonathan, dans ce sens pour justement débattre sur ce changement de constitution dans nos différents pays, parce qu'il le faut, parce que c'est devenu un véritable problème dans nos pays aujourd'hui. Donc c'est qui mieux que ces institutions pour tabler sur la question? Moi je dis que oui, il faut le faire. Les priorités divergent selon l'espace, et au moment où au Tchad on pense à l'enterrement aujourd'hui, à tout moment l'Union africaine doit pouvoir continuer à travailler dans ce sens. C'est compris. Voilà, Mafoudi Abangora, vous écoutez Radio Espace. Merci de nous rejoindre compte des grandes gueules. Vous l'avez compris, vous écoutez Radio Espace, vous nous suivez aussi sur Espace TV à travers les réseaux sociaux. Pour vos réactions, vous connaissez déjà les canaux qui vous sont dédiés. On reste avec l'actualité. Hier, il est passé dans cette émission, il a donné un coup de pied dans la fourmilière et depuis, chacun y va de son laïus. Réponse du berger à la bergère. On va recevoir ce soir un autre invité. Vous le savez, cette nouvelle semaine est consacrée aussi aux vrais gens. Donc, l'un dans l'autre, on va parler de tout cela contre des grandes gueules. Ce matin, affaire trafic de matricule à la fonction publique, le dossier est loin d'être clos. Koli Guipogui, à travers son passage hier dans les grandes gueules, a ouvert la boîte de Pandore. Les nombreuses révélations faites hier ne semblent pas plaire à tout le monde. Certains le qualifient de frustré et parlent de faux dossiers brandis. Ismaël Dioubati en est un. Il dit être élément de ces 2000 fonctionnaires, mais aujourd'hui jouissant de la prise en charge comme beaucoup d'autres d'ailleurs parmi eux. Il dit à qui veut l'entendre d'ailleurs que Jean-Pierre Koli est dans le faux avec des documents tout faux. Il souhaite lui aussi s'exprimer ce matin dans les GG pour dire sa part de vérité. Eh bien ici, ce sont les vrais gens, comme on aime à le dire à l'accoutumée. Vous le savez, cette nouvelle semaine est consacrée aux vrais gens. Nous l'avons appelé Bougeons-nous, cette rubrique. Ce matin, nous nous intéressons à une jeune dame qui pratique une activité assez compliquée, mais surtout exaltante, à la tapisserie. Tenez-vous bien, Aïssatou Traoré, journaliste de formation, s'y recycle des pneus usés pour faire des meubles très convoités, tant sur le plan national qu'international. À travers cette activité, cette jeune dame contribue à sa façon à la fois à réduire le chômage dans le pays, mais aussi surtout à lutter contre la pollution de l'environnement. Mais actuellement, elle est confrontée, il faut le dire, à un problème de local et demande aux autorités de l'aider à vulgariser son œuvre. Vous le suivrez, le reportage de Fatoumata Kandé, Mamadou Boulé Diallo et l'âge Mamadou Alioba. Nous la recevons ensuite en plateau. C'est notre coup de cœur de la semaine. Nous restons avec nos rubriques du jour et on reste avec ces sujets toujours. Le Conseil des ministres Antoine Koroma, des sujets ont été évoqués, notamment le porte-parole après 3 ans, Aboubacar Silla va passer le témoin. D'ailleurs, on parle de sa gestion au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Beaucoup d'activités qui l'attendent. Est-ce que cela peut justifier tout ce qui se passe? Sans oublier aussi la Fédération guinéenne de football. On interdit une intrusion de la part des membres du gouvernement et que aussi les 2 candidats prennent leurs responsabilités conformément aux dispositions de la FIFA et de la CAF. Sans oublier le Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. Le projet de décret a été présenté. Beaucoup de sujets ont été abordés, Djiba, comme vous l'avez si bien évoqué, avec quelques éléments rendus publics hier par le porte-parole qui a rendu compte de son dernier conseil des ministres hier, Bakar Silla, qui a clairement indiqué qu'après 3 années qu'il passait la main à une autre personne, évoquant des raisons liées à ses nouvelles fonctions de ministre de l'Enseignement supérieur, il serait trop chargé désormais, ce qui n'était pas le cas au transport apparemment. L'enseignement supérieur serait un peu différent des transports. Ce sont les raisons avancées par le ministre. On va les lui concéder, même si derrière, il y a des questions qu'il va falloir se poser par rapport à ce changement brusque de main. Abakar Silla, il faut le dire clairement, après 3 années, durant ces 3 années, a tout de même, on va le dire clairement, a tout de même joué son rôle de manière véritable. Il a rendu de manière fidèle compte du Conseil des ministres. Le connaissant comme bon communicant, il a bien joué ce rôle, même si quelque part, au début de cette mission qui lui a été confiée, on a estimé que c'était un peu paradoxal que de porte-parole là de l'opposition qu'on se retrouve à défendre le gouvernement qu'on a longtemps rejeté, qu'on a longtemps décrié, le gouvernement dont on a longtemps décrié la gestion, on se retrouve à défendre des choses qu'on a passé son temps à dénoncer. Et donc, Abakar Silla, porte-parole du gouvernement, je me dis que sur 10, je lui attribue une note de 6. De 6, il a, à mon avis, assumé cette mission de manière
de manière pleine, même si je suis sévère même si vous êtes sévère avec lui sur la note, parce que vous parlez de 6. Il mérite mieux. Il mérite mieux quand même. Si c'est peu. Oui. L'autre question, c'est son successeur. Qui pour succéder à Bakar Silla? Deux noms reviennent incessamment. C'est Damantan Albert Camara qui pourrait revenir à ses anciens amours. C'est Amara Somparé de la communication. Qui est le deuxième porte-parole du gouvernement. Qui a lorgné qui est deuxième porte-parole du gouvernement. Donc, est-ce que d'office, après Bakar Silla, Amara Somparé va monter pour remplacer automatiquement Bakar Silla, ou est-ce que c'est Damantan qui revient à la charge pour assumer cette fonction? On sait qu'il a fait lorsqu'il était à l'enseignement technique, et il faut le dire clairement, de tous les porte-paroles du gouvernement qui sont succédés, même s'il n'y en a pas eu beaucoup, Damantan, sincèrement, il pétait les écrans. Dans mon temps, c'était vraiment de l'admiration lorsque vous le suiviez à rendre compte des conseils des ministres. Donc, à mon avis, c'est des fleurs. Qu'est-ce que Damantan a fait mieux que Aboubacar Silla? Vous savez, Mara, moi, je n'aime pas flatter pour flatter. Tu vas pas dire que Damantan est plus éloquent que Silla quand même. Silla, c'est un homme qui place les mots où il le faut. Peut-être il dit qu'il crève l'écran. Il est sévère. Il crève l'écran. Il est télégénique. Voilà, c'est ça. Donc Silla n'est pas télégénique. D'accord, je pense que c'est cette question aussi superficielle. Oui, on va avancer. Revenir aux affaires, revenir comme porte-parole du gouvernement, ça ne serait pas surprenant. Amara Somparé ne le démériterait pas non plus, parce qu'il a démontré qu'il est capable de le faire aussi. Et donc chacun d'eux mérite bien ce poste, même si quelque part, quelques-uns l'ont véritablement fait. De l'autre côté, par rapport toujours au Conseil des ministres, on a vu cette injonction donnée aux membres du gouvernement par rapport au congrès électif à la FEGIFOOT. Et à mon avis, c'est une injonction qui méritait de se faire maintenant. Parce que on a eu dire que des membres du gouvernement avaient des candidats, avaient des personnes qui pistonnaient dans l'ombre pour un peu tenter de ternir cette élection à la FEGIFOOT. Il y a eu des rumeurs qui ont circulé par rapport à des ministres. Je vais citer Kassouri Fofana, je vais citer Bantamasso, dont les noms sont revenus souvent. Qui tireraient des ficelles. Sur les ficelles par rapport à des conflits qui sont nés par rapport à ce congrès à la FEGIFOOT. Super V, dans son action, aurait bénéficié du soutien de quelques membres du gouvernement qui, à un moment donné, ont tenté de créer cette forme de conflit à l'interne pour peut-être permettre à l'homme de se venger d'Antonio Soirée. Donc, ce qu'il faut dire clairement, à mon avis, cette forme d'injonction est intervenue parce qu'à un moment donné, cette situation a été constaté, ça a été une vérité que des membres du gouvernement se sont impliqués dans ce congrès. Il faut dissocier complètement le football et la politique. Voilà. Mafoudi Abangora sur la question d'Aboubacar Silla, et finalement 3 années après le porte-parole là, il va passer la main. On dit dans un bref délai, on va connaître le nom du prochain. Ben oui, on va connaître le nom du prochain, et comme Antoine l'a rappelé, les noms qui reviennent, c'est celui d'Amara Somparé, du ministère de la Communication, et d'Albert Damantan Camara. Albert Damantan Camara qui, selon mes informations, ne serait pas quand même intéressé à revenir. On aura peut-être Amara Somparé qui, il faut le remarquer ces derniers temps, se prononçait sur pas mal de questions, même quand il y a eu, les rapports et autres, il est celui-là qui se prononce. Et justement, j'apprendrai aussi, c'est ce qui expliquerait, parce qu'en tant que porte-parole du gouvernement, et Abakar Silla qui ne se sentait pas très à l'aise pour revenir sur certaines questions, du coup il y avait comme un vide. Là où on dénonce tout le temps ici le silence du gouvernement par rapport à certaines questions, à qui pour porter la parole? Celui qui était là ne se sentait pas, selon mes informations, très à l'aise dans la communication. Donc Amara Somparé et bien d'autres. Par rapport à quoi? Est-ce que c'est son histoire? Son passé, le passé est là. Non, ça c'est à la dernière minute. Après qu'on ait acquis, il était là pour une mission. C'était stratégique et la mission elle est atteinte. C'est normal qu'il parte. D'accord, c'est ce qui devrait être. Mais n'empêche que quand on a été un membre influent de l'opposition, comme Aboubacar Silla est porte-parole, et qu'on est dans un gouvernement qui quand même ne fait pas, il faut le reconnaître, qui ne fait pas l'unanimité. Quand je dis l'unanimité, c'est dans la gestion. Aujourd'hui, beaucoup regrettent ou bien beaucoup dénoncent la manière dont le pays est gouverné. Donc c'est un Aboubacar Silla qui va devoir vanter les mérites d'un pouvoir qui fait ce pourquoi il s'est battu quand il était dans l'opposition. Est-ce qu'on peut aussi faire un lien avec cette récente sortie du chef de l'État
qui disait qu'il faut revoir la communication institutionnelle du gouvernement. Non, oui, il y a le porte-parole. Le président Alpha Condé, il a toujours dit, depuis 2010... Est-ce que c'est parce qu'il y a un malaise que ça ne fonctionnait pas bien? Depuis 2010 jusqu'à maintenant, il a toujours dit qu'il faut revoir la communication, parce que j'ai souvent couvert le compte-rendu, j'ai suivi de près le compte-rendu du Conseil des ministres. Il a toujours dit la communication du gouvernement, il faut la revoir. Mais la communication du gouvernement, on a vu avec Damantan par exemple, où il y a eu cette série de la communication, ne faites pas l'amalgame. On va l'écouter, Antoine. Je ne fais pas d'amalgame. Le problème parfois que tu n'écoutes pas, tu surgis dans les propos. Alors, je disais que le président de la République, il a toujours dénoncé la communication des gouvernements. La communication du gouvernement n'incombe pas exclusivement au ministre de la Communication. Le ministre de la Communication, il a autre chose également à faire, qui n'est pas consacré et qui n'est pas exclusivement la communication sur les actions du pouvoir. Donc il faut que cela soit compris. Le porte-parole là, on a vu avec Damantan Albert Camara par exemple, quand il était porte-parole, il y a eu la naissance de la cellule de communication du gouvernement. À ce niveau, il y a eu des équipements, il y a eu des feuilles de route qui ont travail de fond. Il y a un travail de fond qui a été fait à ce niveau. Des initiatives, même des émissions pour vendre les réformes. Les réformes. Ça, ce n'est pas le ministère de la Communication qui le faisait. D'où la question, est-ce que c'est par rapport à cette crise d'une communication institutionnelle qui peut aussi expliquer... Non, même à l'époque, le président Alpha Condé ne trouvait pas suffisant. Et aujourd'hui, pour que tout cela soit possible, il faut le rappeler, il faut bien que le Premier ministre, parce que c'est lui le chef du gouvernement, lorsqu'il vous donne les coups de franche pour accomplir une mission laquelle on vous a confiée, vous allez le faire facilement. Alors, mais est-ce que la cohabitation Aboubakar Silla, Kassori Fofana pouvaient permettre de donner les coups de franche à Aboubakar Silla de mieux travailler? Je crois que ça, c'est une question. Et ils ont dit qu'il faut travailler la solidarité gouvernementale. C'est quelque chose qu'il faut mentionner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un vide qu'on essaie maintenant de corriger à présent. Alors oui, cette solidarité, il a aussi question de cela. Le président qui a invité les membres du gouvernement à quand même faire preuve d'union, parce que on l'a tout le temps dénoncé. C'est comme si le président, je crois, s'y intéresse au niveau du Conseil, c'est que vraiment il y a une tension. Il y a une tension, c'est aller au-delà de ce qu'on pouvait espérer, et ça a un impact sur le résultat qu'on pouvait bien attendre de ce gouvernement. Il y a aussi le président qui a appelé à mieux sensibiliser sur Covid et Ebola, et justement à veiller au respect des gestes barrières. Autant d'appels, en tout cas au niveau de ce Conseil des ministres. Vous l'avez compris, on va marquer une courte pause. Vous écoutez la Radio Espace à travers les grandes gueules. On va revenir dans un court instant et partir avec vos réactions sur nos différents canaux qui vous sont dédiés. Merci de nous préférer. Bienvenue à tous. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV.